Le 13 mars 2012, suite à une chasse à l'homme de plusieurs semaines et s'étendant sur plusieurs États des États-Unis, 2 policiers de la Texas Highway Patrol remarquent une voiture en excès de vitesse sur une autoroute du Texas. Celle-ci correspondait en tout point à la description du véhicule du fugitif recherché. Ils se mettent tout de suite en chasse et finissent par retrouver le véhicule arrêté sur un parking dans la ville de Lufkin, au Texas. Le conducteur est tout de suite arrêté et décline son identité. Il s'agit d'Israel Keyes. Cette arrestation allait être le point final du périple meurtrier d'un des tueurs en série les plus calculateurs des États-Unis. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter la terrible histoire d'Israel Keyes, surnommé The American Predator, ou le prédateur américain en français. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Mais commençons par le commencement. Israel Keyes est né le 7 janvier 1978 à Richmond, dans l'Utah, aux États-Unis. Israel est le deuxième des 10 enfants du couple formé de Heidi et de Jeff Keyes. Depuis de nombreuses années, les parents d'Israel Keyes étaient des membres actifs de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette communauté religieuse mormone est considérée comme étant une secte fondamentaliste chrétienne par les autorités américaines. Durant ces premières années et jusqu'en 1983, la fratrie Keyes est scolarisée à domicile par leurs parents pour ne pas être contaminée par la dépravation du monde moderne. En 1983, considérant que leur communauté religieuse avait perdu de sa substance, les parents Keyes la quittent et décident de s'isoler dans une petite maison modeste, sans eau courante ni électricité, au nord de la ville de Colville, dans l'État de Washington. Israël a alors 5 ans. Très peu de temps après leur déménagement, les parents Keyes se rapprochent de l'église fondamentaliste appelée The Ark, ou l'Arche en français, qui prônait une idéologie chrétienne avec des tendances suprémacistes blanches. Cette église servait aussi de base à des milices suprémacistes. C'est à cette même période que la famille Keyes se liera d'amitié avec la famille Kehoe. Israel Keyes deviendra même très ami avec le fils de la famille, Chevy Kehoe. Plus tard, en 1996, ce même Chevy Kehoe sera reconnu coupable d'un triple meurtre. C'est dans cet environnement très dur et imprégné de religion fondamentaliste et de racisme que se déroule la petite enfance d'Israel Keyes. Attention, je ne souhaite en aucun cas justifier les actes futurs d'Israel Keyes de par l'environnement de son enfance. Je ne fais que souligner des faits qui ont dû contribuer à développer son caractère complexe. Mais reprenons. À l'adolescence d'Israël, vers la fin des années 80, la famille Keyes se radicalise encore plus, en intégrant la communauté religieuse des Christian Israel Covenant Church, qui prônait la doctrine de l'israélisme britannique. L'israélisme britannique était une doctrine nationaliste britannique du 19e siècle qui disait que le peuple de Grande-Bretagne était génétiquement les descendants directs des 10 tribus perdues de l'ancien Israël. Cette doctrine décrivait aussi le métissage comme une abomination et une déviance, et disait aussi que les anglo-saxons devaient régner sur les autres ethnies, les autres étant décrits comme inférieurs. La famille Keyes était de son côté de plus en plus modeste. Une partie des enfants Keyes devait même dormir à l'extérieur de la maison dans une tente en raison de la petitesse de celle-ci. Parallèlement, les enfants Keyes devaient maintenant s'adonner à la pêche et à la chasse pour subvenir aux besoins de nourriture de la famille. Ils devaient aussi couper leur propre bois de chauffage et quand cela était possible, travailler dans les fermes environnantes. C'est durant cette période et pendant ces parties de chasse que Keyes commence à prendre de plus en plus plaisir à tuer et dépecer tout ce qui avait un battement de cœur, comme il le dira plus tard. À l'âge de 14 ans, Keyes commence à emmener des amis avec lui durant ses parties de chasse. Un jour, lors d'une de ces parties de chasse, il n'hésita pas à dépecer un cerf encore vivant devant les yeux ébahis de ses amis. Ces actes les choquent considérablement et profondément, et ceux-ci le mettent de plus en plus à l'écart de leurs activités. Mais pour Keyes,
Comme il le dira plus tard, ses amis lui importaient peu. Rien ne valait ce plaisir profond et intense que de tuer des êtres vivants. À la même période, Keyes s'isole et, découvrant ses désirs morbides, sombre de plus en plus dans la violence. Il s'amusait par exemple à tirer avec son pistolet à air comprimé sur les maisons des voisins. Il s'amusait aussi à déclencher des feux de forêt. C'est aussi à la même période qu'il commençait à pénétrer par effraction dans des maisons pour y passer des soirées ou y dormir. Il commence aussi à voler des armes dans les maisons qu'il cambriole, puis les revend ensuite pour se faire de l'argent. À l'âge de 15 ans, il n'a plus réellement de limites et la barrière entre le bien et le mal est de plus en plus compliquée à déterminer pour lui. Les parents d'Israel Keyes se rendent compte de ces changements après quelques événements spécifiques. Un jour, ils découvrent la cache d'armes de leur fils, puis après une confrontation avec lui, il leur avoue les avoir volés chez le voisin. Ses parents l'obligent à les rendre et à s'excuser auprès du voisin en question. Cet événement sera vécu comme une humiliation ultime par Israel Keyes. Un autre jour, il emmène les enfants d'un couple que les parents d'Israël hébergeaient chez eux pour faire une promenade en forêt. Lors de cette fameuse promenade, Israël tombe nez à nez avec un chat et décide de le torturer et de le tuer de manière atroce devant les autres enfants. Les enfants choqués iront raconter cet événement à leurs parents qui, bien entendu, iront s'en plaindre aux parents de Keyes. Cette période est donc une bascule majeure dans la vie d'Israel Keyes. Il se sentait différent des autres et s'isolait de plus en plus chaque jour. Il dira plus tard que c'est à cette période qu'il se rend compte qu'il percevait le monde différemment des autres. Pour lui, ce qui était normal ne l'était pas pour les autres. Malgré cela, il se découvre néanmoins une passion à l'âge de 15 ans, celle de la menuiserie, et commence à travailler pour un entrepreneur de Colville. Malgré cette passion, ses obsessions et ses tendances violentes ne se calment pas. À l'âge de 17 ans, en 1995, et en pleine crise existentielle, Israel Keyes tombe sur le livre Mindhunter de John Douglas et Mark Olshaker. Ce livre décrivait le début du profilage des criminels par le FBI. Après la découverte de ce livre, il commence petit à petit à s'intéresser aux tueurs en série. Très vite, il développe une fascination morbide pour Ted Bundy. Cette fascination deviendra bientôt une réelle obsession. Il en arrive même à l'idolâtrer et vénérer ses actions et son intelligence. Il voyait en lui son alter ego. Il se reconnaissait en lui et y projetait ses fantasmes les plus profonds. Fasciné par cette découverte du monde du crime, Israel Keyes perd pied et commence à se projeter lui-même dans la peau d'un tueur. Lui aussi voulait ressentir cette plénitude au moment des meurtres comme Ted, son alter ego. Israël, au fil de ses lectures, commence aussi à fantasmer sur le crime parfait. Il classait les tueurs en série selon leur intelligence et était aussi convaincu que lui saurait le faire, le crime parfait. Il en profite aussi pour mémoriser les erreurs à ne pas faire et les différentes techniques du FBI pour mener leurs enquêtes. Son profil méthodique commence à naître à ce moment-là. Le 2 mars 1996, alors âgé de 18 ans, Israel Keyes repère Julie Marie Harris, une jeune fille handicapée de 13 ans. Celle-ci était sur le bord de la route en attendant son bus pour aller à l'église de Colville. Israel s'arrête à son niveau et se propose de la déposer. La jeune fille accepte et monte dans la voiture de Keyes. Israel, dans un état second, se dirige vers un bois isolé, s'arrête, puis se jette sur la jeune femme avant d'abuser d'elle et de l'étrangler. Se basant sur ce qu'il avait lu dans ses livres, il se débarrasse du corps dans cet endroit isolé et rentre chez lui. Le corps de la jeune femme ne sera retrouvé que le 26 avril 1997. L'état du corps n'a pas permis de déterminer avec certitude la cause du décès et l'enquête fut abandonnée. Le lien avec Keyes ne sera établi que bien plus tard. Mais revenons en 96. Après ce premier meurtre, Israel découvre en lui des sensations qu'il n'avait jamais éprouvées avant. Un plaisir qu'il était désormais impossible d'ignorer. Le monstre était né. À ce stade, rien ne menait à Israel Keyes. Il n'était ni soupçonné ni inquiété par la police. Il continuait donc sa vie tranquillement entre la maison de ses parents et son travail de menuisier. Mais Keyes savait qu'il allait recommencer. Ce n'était qu'une question de temps. Au fil des mois, il se met donc à rôder en quête de sa nouvelle victime. En avril 1997, il repère la caravane de Marlene Emerson, 29 ans, isolée près de la ville de Colville. Durant les semaines qui vont suivre, Keyes va élaborer un plan, son plan parfait. Le 17 juin 1997, il décide de passer à l'action. Il arrive sur les lieux de nuit,
se rapproche de la caravane, puis passe quelques dizaines de minutes à l'observer. Il finit par remarquer que Marlene Emerson n'est pas seule. Sa fille Cassie Emerson est aussi présente dans la caravane. Malgré cet imprévu, Israël décide quand même de passer à l'action. Il entre dans la caravane, puis se jette sur les femmes. Il étrangle Marlene, puis étrangle ensuite Cassie. Il laisse le corps de Marlene dans la caravane et transporte le corps de Cassie dans sa voiture, puis met le feu à la caravane. Le corps de la jeune fille sera retrouvé à 13 km de la caravane en 1998. À ce stade-là non plus, rien ne relie Israël à ses victimes. Il n'est ni inquiété, ni même soupçonné. Et il continue donc sa vie tranquillement. Je précise cependant que ces premiers meurtres sont attribués à Keyes, même si aucun aveu de ce dernier ne les a confirmés. Mais pour le FBI, ceci étaient des galops d'essais pour le jeune Keyes. Des essais qui vont lui permettre de jauger les difficultés de tuer et de se débarrasser d'un corps. En 1997, la famille Keyes décide de déménager à Smyrna, dans le Maine, au sein d'une communauté amish, dans le but d'ouvrir une affaire de récolte de sirop d'érable. Au même moment et à l'âge de 19 ans, Israël, développant cette personnalité multiple et cette fascination du morbide, s'éloigne radicalement des doctrines religieuses de ses parents. Il finit même par leur avouer son athéisme. Comme vous l'imaginez, cet aveu blasphématoire va mener à une dispute durant laquelle les parents vont expulser leur fils de leur maison et totalement couper les ponts avec lui. Ils interdiront aussi à ses frères et sœurs de garder le moindre contact avec lui. Israël se retrouve donc seul et retourne dans l'état de Washington pour continuer sa vie. À partir de cet instant, Keyes va commencer à développer un intérêt marqué pour le satanisme et les sacrifices humains. C'est une justification supplémentaire pour ces meurtres. Au cours de l'été 1998, Keyes, qui a alors 20 ans, décide de passer à l'action une nouvelle fois pour se tester. Il se dirige donc vers un parc naturel isolé, près de la rivière des Chutes, dans l'Oregon. Après quelques heures de marche, il voit au loin un groupe d'adolescents en train de camper. Il avait trouvé sa prochaine cible. Il décide donc de se cacher et de les observer durant des heures, guettant la moindre opportunité qui se présenterait. Au bout d'un certain temps, une jeune femme dont l'identité ne sera jamais dévoilée s'isole du groupe et se dirige vers Keyes. Israël saisit l'opportunité et dès que celle-ci n'est plus en vue de ses amis, il se jette sur elle, la menace avec un couteau de chasse et l'emmène dans une cabane isolée qu'il avait repérée plus tôt. Il va abuser d'elle. Mais au moment fatidique où il devait la tuer selon les rites sataniques, et pour une raison inconnue, la jeune femme réussit à l'attendrir un moment. Et Israël va hésiter. Il va hésiter au point de la laisser partir en la menaçant de la traquer si elle disait quoi que ce soit à la police. Plus tard, aux enquêteurs, il dira avoir regretté durant plus de 2 ans de l'avoir laissé partir. Il leur dit aussi qu'il était encore trop faible à cette période, mais qu'il s'était promis que cela ne se reproduirait plus. Le même été, le 9 juillet 1998, Keyes s'engage dans l'armée américaine. Il sera dans un premier temps envoyé dans l'État de New York pour y faire sa Basic Training. La Basic Training est la formation de base de tout nouvel engagé dans l'armée américaine. Puis après sa formation, il intègre le bataillon des Rangers de l'armée américaine et sera basé à Fort Lewis, dans l'État de Washington. En 99 et 2000, il sera mobilisé en Israël et en Égypte. Bien que sa période militaire soit un vrai succès et qu'il y soit très heureux, il reste tout de même très isolé. Il finit même par plonger dans l'alcool de manière excessive. Durant cette période militaire, aucun indice ne montre qu'il ait commis le moindre crime. Il tentera néanmoins d'agresser une femme en Égypte sans succès et il menacera un autre soldat en lui disant qu'il aimerait le tuer. Mais rien d'autre n'est à signaler durant cette période. Il recevra même plusieurs décorations et distinctions pour les différents services rendus à la nation. Ce que Keyes va gagner durant cette période militaire est bien plus profond. Il y apprend la discipline et l'exigence envers soi-même, mais aussi comment garder son sang-froid en toutes circonstances. Il savait maintenant quoi faire et comment devenir le meurtrier parfait, et il allait encore peaufiner son mode opératoire. Keyes quitte donc l'armée en juillet 2001 et part s'installer dans la réserve amérindienne de Maca, dans la ville de Neabé, dans l'état de Washington. Très vite, il fait même la connaissance d'une jeune femme dans la réserve avec laquelle il aura une fille en 2002. Il reprend aussi son travail de menuisier. En somme, tout se passe bien pour Israël. Mais ce n'est que de la poudre aux yeux. Le prédateur est bien de retour. Dès qu'il quitte l'armée, Israël va reprendre de plus belle ses crimes. Durant l'enquête future,
Keyes va donner des brides d'informations que les enquêteurs vont pouvoir relier à certaines affaires non résolues. Mais le FBI est sûr que Keyes a bien tué durant la période entre 2001 et 2007. Et leur seconde certitude, c'est que ces meurtres ont servi à Keyes pour améliorer son mode opératoire. En octobre 2001, Keyes va étrangler une femme, puis l'enterrer près d'un lac de Neabé. Il avoue également le meurtre d'un couple en 2002. Il dira avoir frappé l'homme à mort et étranglé la femme, mais les corps ne seront jamais retrouvés. En 2005, Keyes a tué 2 nouvelles victimes. Une des victimes a été abandonnée près du lac Crescent, dans l'état de Washington. En 2007, Israel Keyes quitte sa petite amie et va s'installer avec sa fille dans l'état de l'Alaska, dans la ville d'Anchorage. Sur place, il rencontre une autre jeune femme, infirmière de son état, qui deviendra sa petite amie. Nous ne connaissons pas les identités des 2 femmes que Keyes a fréquentées sur ces périodes à Nia et à Anchorage, leurs identités ayant été protégées par le FBI. En Alaska, il monte aussi une société de menuiserie nommée Keyes Construction, qui va avoir une bonne réputation et de nombreux clients. Le déménagement de Keyes en Alaska lui permet aussi de passer à l'étape supérieure dans ses crimes. Il avait trouvé comment devenir le tueur parfait. Il met donc en place une nouvelle organisation que voici. Il décide de ne plus tuer près de chez lui, de ne même plus tuer dans le même état. Il décide de ne cibler dorénavant que des personnes isolées. Il va ensuite justifier de plusieurs voyages d'affaires dans tout le pays pour faire des repérages de lieux et de personnes, certaines durant plusieurs mois, voire années. Il décide, lors de ses déplacements, de ne payer qu'en liquide et de retirer la batterie de son téléphone pour ne pas être tracé. Mais le plus terrifiant est qu'il en profite aussi pour disséminer dans tout le pays des kits de meurtre contenant des cordes, des armes à feu, des armes blanches, mais aussi contenant des produits nettoyants. Ces kits seront enterrés et resteront prêts à être utilisés à n'importe quel moment, même après plusieurs années. Terrifiant, n'est-ce pas? Cette manière de procéder fera dire au FBI que Keyes était sûrement l'un des tueurs en série les plus méthodiques, voire le plus méthodique. Pour financer ces différents voyages, il ne va pas hésiter à braquer des banques, tout simplement. On peut cependant noter que ceci est en contradiction totale avec sa minutie lors de ses meurtres, la prise de risque lors des braquages étant incalculable. Le 8 avril 2009, Deborah Feldman, 48 ans, une femme en proie à des problèmes d'argent et de drogue, croise la route d'Israel Keyes dans l'état de New York. Comme vous vous en doutez, Keyes va abuser d'elle et l'étrangler. Le lendemain, Keyes va braquer une banque, la Community Bank, à Tupper Lake. Le 28 mai 2011, Madison Geraldine Scott, 20 ans, disparaît près du lac Gogsback, en Colombie-Britannique, au Canada. La disparition de la jeune femme correspond à un voyage que Keyes a fait dans la région au même moment. Son corps ne sera jamais retrouvé. Lorsque le FBI demandera à Keyes s'il avait tué au Canada, il répondra avec toute sa froideur « Les Canadiens ne comptent pas ». Charmant, n'est-ce pas? Début juin 2011, Keyes a une nouvelle envie de meurtre. Il décide donc d'aller dans l'état du Vermont. Sur place, il avait laissé son kit de meurtre 2 ans plus tôt. Mais il se souvenait aussi avoir repéré à l'époque une maison isolée, avec un parking attenant à la maison. Durant son repérage, il avait aussi remarqué que la famille qui habitait là-bas ne possédait ni chien, ni enfant. Ce qui était un élément essentiel pour ne pas alerter le voisinage. Le 8 juin 2011, Israel Keyes passe donc à l'action. Ce jour-là, Bill Scott Currier, 49 ans, et Lauren Simone Currier, 55 ans, vaquaient tranquillement à leurs occupations. Keyes arrive aux alentours de cette maison isolée dans l'après-midi du 8 juin 2011, puis se met à observer la maison durant des heures. Tard dans la nuit, il s'approche de la maison, puis coupe les lignes téléphoniques. Il entre dans la maison puis se dirige vers la chambre de Bill et Lauren, qui s'étaient endormis entre-temps. Keyes met une lampe frontale, puis entre et surprend le couple endormi. Bill et Lauren sursautent en voyant cet intrus armé. Israël ordonne au couple de le suivre. Il les attache et les fait monter dans sa voiture. Puis les conduit dans une ferme isolée qu'il avait repérée quelque temps plus tôt. Arrivé sur place, il attache Bill avant d'abuser de Lauren devant lui. Par la suite, il va se relever et frapper Bill avant de lui tirer dessus avec son arme. Il se dirige ensuite vers Lauren, puis l'étrangle. Keyes cache alors les corps sur la propriété, puis se dirige à nouveau dans la maison du couple. Il souhaite en effet déplacer son kit de meurtre dans un autre lieu. Il se dirigera à Parishville dans l'état de New York, puis cache ce kit dans une nouvelle cachette. Après cela, Keyes va rentrer chez lui, retrouver sa copine et sa fille, et reprendre son travail comme si de rien n'était. Une photo surprenante de Keyes, seulement 2 jours après le meurtre de Bill et Lauren, va fuiter. C'est une photo Google Maps de lui en train de travailler sur un de ses chantiers.
Cette photo, par sa normalité, fait froid dans le dos, sachant qu'il avait tué 2 jours plus tôt. Fin janvier 2012, Keith ressent une envie de tuer de plus en plus pressante. Pour une raison inconnue, Keith va cette fois-ci faire une entorse à ses règles primordiales. Celle qui va enfreindre est la règle de proximité. Après un repérage, il décide de faire sa nouvelle victime à Anchorage, en Alaska, soit seulement à quelques kilomètres de chez lui, ce qu'il s'était promis de ne jamais faire. Le 1er février 2012, Samantha Koenig, 18 ans, est en train de travailler dans un petit kiosque à café à Anchorage. Elle avait trouvé ce travail seulement quelques semaines auparavant, contre l'avis de ses parents. En effet, ils n'étaient pas rassurés de voir leur fille travailler seule et de nuit dans ce petit kiosque. Le 1er février 2012, Samantha est donc en train de travailler comme tous les soirs dans ce kiosque, lorsqu'un client se rapproche. Élément bizarre, celui-ci portait des lunettes de ski. Samantha ne s'en est pas inquiétée plus que cela. En effet, nous étions en Alaska et en plein hiver. L'homme passe sa commande, puis Samantha lui tourne le dos pour lui préparer son café. À ce moment-là, l'homme qui n'était autre qu'Israel Keyes sort son arme et la pointe vers la jeune femme. Prise de court, Samantha est figée sur place. À ce moment, Keith lui ordonne d'éteindre les lumières et Samantha s'exécute. Dès que les lumières du kiosque sont éteintes, Keith saute à l'intérieur du kiosque puis attache les mains de Samantha avant de le conduire à sa voiture. Il faut noter qu'il utilise sa voiture personnelle pour la faire monter. Ce manque de prudence de la part de Keith est tout de même surprenant. Mais revenons à cet enlèvement. Le plus terrifiant, c'est que cet enlèvement a été totalement filmé par les caméras de surveillance du kiosque. Vous noterez les différentes étapes que je vous ai citées avant. En fin de vidéo, en bas à gauche, vous pourrez voir Keith et Samantha se diriger à l'extérieur vers la voiture. Voici donc la vidéo des caméras de surveillance.
Terrifiant, n'est-ce pas? Keith emmène donc la jeune femme dans sa voiture et roule durant quelques heures. Il fait cela pour une raison simple. La seule cachette qu'il avait en Alaska était sa propre propriété. Et il ne pouvait donc pas prendre le risque d'amener Samantha alors que sa copine et sa fille étaient encore réveillées. Il attend donc que la nuit soit très avancée pour finalement se diriger chez lui. Il se gare devant chez lui, puis emmène Samantha dans un petit hangar près de sa maison. À l'intérieur, tout était prêt pour accueillir la jeune femme. Il y avait des cordes, un sac de couchage et un chauffage portatif. Il y attache la jeune femme et lui demande où se trouve sa carte de crédit et son téléphone portable. Samantha, croyant qu'il ne s'agissait que d'un vol, lui dit que son portable est toujours dans le kiosque et que sa carte de crédit est dans la voiture de son petit ami. Israël passe donc récupérer le téléphone et se rend chez le petit ami de Samantha avant de forcer la voiture et de récupérer la carte de crédit. De retour près de Samantha, il lui demande le code de sa carte et lui dit d'envoyer un message à son petit ami lui disant qu'elle partait quelques jours avec des amis. Comme vous vous en doutez, Israël ne va laisser aucune chance à Samantha. La même nuit, il va abuser d'elle, puis finira par l'étrangler au petit matin. Puis Israël rentre chez lui tranquillement, laissant le corps sans vie de Samantha dans le petit hangar. Le plus surprenant est que le lendemain, Israël Keith va partir tout simplement en vacances avec sa famille. En effet, une croisière de 2 semaines était prévue par la famille à partir de la Nouvelle-Orléans dans le golfe du Mexique. Durant cette période de 2 semaines, la famille de Samantha va alerter les autorités et les médias pour essayer de la retrouver. Mais comme vous le savez déjà, leurs efforts sont vains. À son retour de croisière 2 semaines plus tard, Israël se rend compte de la situation et pense qu'il pourrait en profiter. Le corps n'ayant pas été trouvé, tout le monde pense que Samantha est sûrement encore en vie. Il lui vient l'idée de profiter de la situation et de faire croire que Samantha a été kidnappée. Il a donc l'idée de créer ce scénario et d'envoyer à la famille une lettre demandant une rançon de 30 000 $. Il se dit aussi que la famille de la victime voudra demander une preuve de vie. Israël Keith trouve une solution. Il achète le journal du jour, puis se dirige vers le hangar où se trouve le corps de Samantha. Il trouve le corps de Samantha congelé et relativement en bon état. N'oubliez pas que nous sommes en Alaska en plein hiver et que les températures sont négatives. Il fait asseoir le corps sans vie de la jeune fille sur une chaise, puis la décongèle avec un sèche-cheveux. Attendez, le pire est à venir. Il va ensuite la maquiller avec le maquillage de sa femme pour réduire les dommages visibles de la peau. Il va ensuite lui coudre les paupières avec un fil de pêche pour lui faire garder les yeux ouverts. Il dispose le journal du jour devant le cadavre et prend une photo. Nous avons clairement passé un cap dans le sordide. Il fait ensuite une photocopie de la photo et écrit à l'arrière le montant de la rançon. Il va ensuite placer cette lettre dans le Connorsburg Park sur un mémorial dédié à un chien nommé Albert. Puis il rentre chez lui et avec le téléphone de Samantha envoie un message à son petit ami lui expliquant où trouver la lettre de rançon. Il se dirige ensuite vers le hangar, démembre le corps de Samantha, le charge dans sa voiture et roule vers le lac gelé de Matanuska. Il y creuse un trou dans la glace et y jette les différentes parties du corps de la jeune femme. James Koenig, le père de Samantha, en accord avec la police, dépose le montant de la rançon offerte par une levée de fonds de la communauté sur le compte de Samantha relié à sa carte de crédit. Le but de la police était de pouvoir tracer les éventuels retraits effectués par la carte de Samantha, qu'ils savaient en possession du kidnappeur. Leur stratégie s'avère très vite payante, puisque plusieurs retraits avec la carte seront effectués à Anchorage en Alaska, puis en Arizona, au Nouveau-Mexique et finalement au Texas. En effet, Keith avait prévu de se rendre au Texas pour un mariage dans sa famille, et il avait fait plusieurs haltes pour pouvoir retirer de l'argent. Avec les différentes caméras des distributeurs de billets, il découvre que la personne qui effectue les retraits conduit une Ford Focus blanche. Les policiers de ces différents États sont donc avertis des informations concernant le fugitif et de la voiture qu'il conduit. Le matin du 13 mars 2012, le caporal Brian Henry de la Texas Highway Patrol et le Texas Ranger Steven Rayburn en patrouille voient passer un véhicule correspondant à celle du fugitif. Ils se mettent tout de suite en chasse de ce véhicule et constatent un excès de vitesse. Cet événement va leur donner une raison de passer à l'action et d'arrêter le véhicule sur le parking du Cotton Patch Café à Lufkin, au Texas. L'homme sort du véhicule et décline son identité. Il s'agit d'Israël Keith. Son véhicule est immédiatement fouillé et il découvre des billets tachés d'encre, ce qui est un signe que ces billets ont été volés dans une banque. La fouille du véhicule permet aussi de découvrir la carte de crédit de Samantha Koenig et son téléphone portable. Le périple macabre de Keith va s'arrêter ici.
Keyes est directement extradé vers l'Alaska. Sur place, il avouera directement le meurtre de Samantha Koenig et décrira l'endroit où il s'est débarrassé du corps. La police scientifique est dépêchée sur place et trouve sans mal les restes du corps de la victime au fond du lac Matanuska. Israel Keyes est inculpé du meurtre de Samantha. Son procès devant commencer en mars 2013, la police décide de profiter de ce laps de temps pour l'interroger concernant leurs soupçons sur d'autres meurtres et disparitions. Durant ces interrogatoires qui vont durer des mois, Keyes va plus ou moins coopérer, donnant ici et là des indices ou faisant des sous-entendus. Il dit au FBI qu'il coopérera à condition que son nom ne filtre pas dans la presse, pour, comme il le dira, protéger sa fille. Mais bien entendu, son nom fuitera quand même, et qui s'arrêtera de coopérer. Malgré tout, durant ces interrogatoires, la police réussira à faire le lien avec au moins 11 disparitions et meurtres. Mais il suppose que Keyes pourrait avoir plus de 30 meurtres à son actif. Quoi qu'il en soit, nous ne saurons jamais le fin mot de l'histoire, puisque Israel Keyes sera retrouvé le 2 décembre 2012, mort dans sa cellule. Il s'était donné la mort avec une lame de rasoir qu'il avait réussi à camoufler sous son lit. Dans sa cellule, la police trouvera sa lettre d'adieu. Celle-ci ne donnait pas de nouveaux indices sur des potentielles autres victimes, mais était plutôt une ode au meurtre. La police découvre aussi 12 dessins, dont 11 dessins de crâne et un dessin de pentagramme, peint avec son propre sang. L'un des dessins comportait aussi la phrase « We are one », nous ne sommes qu'un en français. Le FBI essaye toujours aujourd'hui de comprendre la signification de ces dessins. Il est possible que ces crânes représentent ses victimes et que le pentagramme le représente lui-même. Mais ce mystère le restera à jamais. Voilà, âme innocente, la terrible histoire d'Israel Keyes, surnommé The American Predator. Un homme d'une intelligence et d'une minutie extrême, mis au service de la mort. L'homme qui voulait être le meilleur prédateur n'est pas loin d'avoir atteint son but. N'hésite pas à me faire part de tes impressions dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.